Bonsoir tout le monde, Master P au micro, modérateur pour Je digresse, édition du 20 juillet 2014. Avec moi, nous avons ce soir, comme d'habitude, le rédac chef. Salut rédac chef. Bonjour tout le monde. Nous avons PGB aussi, en antenne. Bonsoir tout le monde. Et JLB est avec nous aussi. En direct de Tokyo, donc bonsoir tout le monde. Vous connaissez le dicton occidental, il est interdit d'interdire. Eh bien, il a pris une nouvelle dimension ces dernières semaines au bled. Et je vais vous citer deux exemples. En République centrafricaine, ils ont décidé d'interdire les SMS. Pourquoi? Parce que les SMS étaient utilisés pour pallier les difficultés de la communication des rebelles pendant les révoltes. Est-ce qu'ils ont bloqué les tam-tams? Non, voilà. Justement, on estime que bloquer les canaux de communication est une forme de maîtrise de l'information, alors que non, ça envoie tout à fait le mauvais signal. Ça veut aussi dire que les gars du gouvernement ne savent pas à quoi servent les antennes. Et donc ils ont décidé de fermer ça. Un deuxième pays qui s'est illustré par l'aspect ridicule et cocasse de l'interdiction, c'est le Burundi. Au Burundi, il y a une loi qui a choqué tout le monde, qui est une loi qui interdit le jogging. Les Burundais de l'opposition organisaient des joggings, et donc ils disaient on va se réunir pour courir. Et en fait, le jogging était une manif déguisée en jogging. Le pouvoir ayant vu ça, il a dit oh là là, ils ont utilisé le jogging, on va interdire le jogging interdit. Quand tu disais qu'ils avaient interdit le jogging, je croyais que tu disais qu'ils avaient interdit les tenues de sport. Comme, oui, mais ça c'est. Comme quand tu vas en boîte, tu vas pouvoir dire Et ce que tu dis là n'est pas éloigné de la vérité, parce que la conséquence de cette interdiction est que quand tu es repéré avec une tenue de sport, on te soupçonne de faire partie de l'opposition. Ouais, donc ça veut dire que si vous faites de jogging à deux, vous êtes foutu. Même le jogging individuel, c'est peut-être que tu es en train de courir pour rejoindre quelqu'un d'autre. Ah, tout à fait ça. Donc préemptivement, on va t'arrêter. Moi, ce que m'inspire, entre autres, l'interdiction du Burundi, c'est que d'ici quelques années, on rencontre des problèmes de surcharge pondérale au Burundi. On pourra pas se poser la question, parce que on commence par le footing, et après, on pourra plus jouer au foot, parce que au foot, c'est une rencontre avec des gens. Donc des gens qui peuvent parler sur le terrain. Qui parlent sur le terrain, c'est grave, c'est dangereux. Et en plus de ça, il risque aussi d'y avoir des problèmes économiques au niveau de l'achat des tissus, des textiles de sport. Les gens qui vendent ça. Hein? Mais ça crée les gars qui prennent des décisions ne réfléchissent pas. Ça y est, les chiffres sont tombés. L'Afrique compte officiellement 1 million de ressortissants chinois. Mais est-ce que nos amis blédards, qui ont été longtemps les premières victimes de la xénophobie où qu'ils allaient sur cette planète, est-ce qu'ils vont reproduire le schéma vu dans les autres continents chez nous? Rien ne les empêche de le reproduire, vu que les gens qui sont chez nous ne sont pas ceux qui se sont déplacés à l'extérieur. En plus qu'il n'a jamais eu de communication, effectivement, les gens les Africains qui sont allés à l'extérieur, quand ils reviennent dans leur pays natal, reviennent toujours en héros, en conquérant. Ils n'osent pas dire que ça a été difficile, on les a pris pour des oies. Ils sont dans tous les secteurs, donc c'est pas comme les coopérants français par exemple qui s'enferment dans un camp. Ce sera ton voisin au bled, ça sera ton boulanger au bled, ça sera le gars qui vend du savon sur la route devant chez toi. Moi je me souviens d'une expérience où je suis allé en Afrique, j'ai dû aller à un marché loin à l'intérieur. Et j'ai vu que le petit commerce du coin était tenu par un Indien ou un Pakistanais. J'ai jamais su la différence. Mais ça, nous qui vivons ici en Europe, nous savons que on a exactement les mêmes phénomènes ici en Europe. Tout à fait. Tant qu'on cherche quelque chose à partir de 22h, on va chercher le Pakistan du coin ou l'Indien du coin. Il y a un réel problème de xénophobie, même au-delà des Chinois. Hein. Il y a un réel de xénophobie dans tous les pays africains. Non, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème de xénophobie en Afrique. Certes, quand on est au Sénégal, on n'aime pas les Maliens. C'est ça. Chaque pays africain a un bouc émissaire, qui est généralement un pays voisin. Chez les Kenyans, c'est les Somaliens. Chez les Ougandais, c'est les Tanzaniens. Chez les Sud-Africains, chez les Burundais, c'est les Rwandais. Chez les Congolais, c'est les Rwandais. Et on peut continuer comme ça. On dit qu'on a 1 million de Chinois. Mais bon, combien on a de Pakistanais? Il n'y a jamais de statistiques là-dessus. Combien on a d'Indiens? On n'a jamais eu de statistiques là-dessus. Bien sûr. Combien on a d'Européens? On n'a jamais eu de statistiques là-dessus. Pourtant, on en a un paquet. Hein? Oui, probablement, si jamais on regarde, on en a plus que des Chinois. Donc, c'est-à-dire que
on a toujours quelque part admis, je ne sais pas à partir de quand, on a toujours admis l'existence de l'étranger. Si un jour on a vraiment faim, cette fois, là, on va commencer à compter, là, les choses seront différentes. Et effectivement, la perception que l'on a actuellement au bled, c'est que tout qui est chinois, du plus petit, du plus vil au gars le plus fort avec le plus d'argent, on a l'impression, comme pour les Libanais à un certain moment, qu'il y avait une certaine main généreuse derrière qui les permettait de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, alors que toi, local de l'État, tu n'avais pas ton mot à dire. Et c'est ça qui crée la xénophobie. Je pense qu'intrinsèquement, le blédard n'est pas plus xénophobe que qui que ce soit. Sauf que l'origine de la xénophobie n'est pas la même au bled qu'en Occident ou ailleurs. Les Américains ont lancé une initiative qui s'appelle Beyond the Grid. Dans cette opération, ils vont décaisser $1 milliard US pour participer à l'électrification du bled. Donc c'est un projet qui a été poussé par, ce sera bientôt notre frère Obama, puisqu'il va bientôt quitter le pouvoir. Et le but est que dans 20 millions et que d'ici quelques années, 20 millions de foyers pourront accéder à l'électricité. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que je vois, moi, dans l'initiative des Américains, une manière de préparer un marché. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce continent-là, qui intéresse tout le monde, dans lequel tout le monde se vit, et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à vendre aux Africains. Et ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont à vendre sont des choses qui nécessitent de l'électricité. Eh bien, on va vous donner l'électricité pour que vous puissiez acheter chez nous. Qu'en pensez-vous? Bon, je m'en fous que ce soit des Chinois ou des Américains ou des Européens qui viennent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que nos gars, là, en Afrique, on puisse avoir le contrôle sur les choses qui se font en Afrique. Et moi, clairement, ce que je vois, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment ce contrôle. Il y a quelque chose qui est assez intéressant par rapport aux initiatives extérieures américaines, c'est que quand ils en ont, généralement, ils n'ont pas de présence physique sur place. Ce qui donne l'illusion que tu as le contrôle de ce qui se passe. Il est vrai que si on avait regardé les 200 millions qui ont été dépensés pour détruire les 3/4 des réseaux électriques avec des guerres civiles diverses et variées, c'est l'hôpital qui se moque de la charité et qui coupe la jambe à un amputé. Après avoir tout cassé, maintenant on se présente comme la personne qui va reconstruire. Mais bon, non, ça c'est quand même le modus operandi de toutes les puissances. Regarde partout au Proche-Orient, je pense que partout où les gars passent, la première chose qu'ils font, c'est ils explosent tout et puis après ils proposent leurs propres entreprises pour tout reconstruire. Ce que moi je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que actuellement un certain nombre de projets dits panafricains, dits pour le développement des Africains, viennent de l'extérieur. Le vrai problème des Africains, ce n'est pas le financement. Le vrai problème des Africains, c'est la maintenance. On a eu Inga 2, Inga 3, Inga 24. Inga, centrale d'électricité au Congo, en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas. Si les 4 turbines fonctionnaient correctement, le Congo, et on va dire toute l'Afrique centrale n'aurait plus besoin d'électricité. Mais il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Et pourquoi? Parce qu'elle est maintenue vaille que vaille. Ça veut dire que les 3 autres ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas maintenues. On n'a pas besoin d'injecter des milliards et des milliards de dollars dans des projets s'il n'y a pas maintenance après. Toute responsabilité est vue comme une tentative d'accès au pouvoir. Et c'est là où les gens ont des difficultés à autoriser, n'est-ce pas, une personne quelconque à maintenir, par exemple, l'électricité, ça va devenir le roi de l'électricité. Celui qui maintient le pain, ça va être le roi du pain. Celui qui maintient l'eau, ça va être le roi de l'eau. Or, il n'y a la place, ça sent le roi du matelas. Or, nous savons tous qu'au bled, il n'y a la place que pour un seul roi. Je saute sur un phénomène de société. Il s'agit du phénomène de mutation qui se traduit par la disparition de ce qu'on appelle le marché traditionnel au profit des centres commerciaux. Est-ce que les populations sont prêtes à s'adapter, selon vous, selon vos expériences, selon les bruits que vous avez entendus de vos contacts au bled? Cette mutation a eu lieu dans le monde entier. Les marchés ont toujours été pulvérisés par les centres commerciaux. Mais par rapport au sujet précédent, au moins s'ils ont l'électricité, il pourrait y avoir des centres commerciaux maintenant. Tout le monde sait qu'on va passer par le stade centre commercial en plein milieu de la ville. Maintenant, je suis gestionnaire, je m'occupe de la ville de Dakar, je m'occupe de la ville d'Abidjan. Est-ce que j'ai déjà intégré cette évolution et est-ce que je suis donc prêt à faire ce qu'il faut pour ne pas répéter les erreurs des autres?
Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. On en a mis systématiquement. Et donc, il y a ceux qui fonctionnent et il y a ceux qui fonctionnent moins parce qu'ils sont dans des zones où les gens n'ont pas les moyens de payer des choses. Est-ce qu'on est prêt pour ce mode d'interaction avec les vendeurs? La réponse est oui, et je pense que tu te trompes quelque part. En fonction des pays, les centres commerciaux sont à différents stades. Il y a des centres commerciaux qui sont au stade où c'est simplement l'ancien marché dans lequel où on a remplacé sur lequel on a mis un toit. Voilà. Mais donc, tu veux dire que le marché traditionnel où on marchande, le marché type souk, est-ce que c'est une valeur culturelle qui mérite d'être défendue? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui doit disparaître comme au profit de choses plus modernes comme les malls? Je me souviens être passé en Afrique du Sud. Je suis rentré dans un mall. Et dans un mall, il y avait des magasins comme ça, un peu à l'européenne, etc. Où vous avez la grosse chaise compliquée pour aller chez le coiffeur et tout. Et quand tu sortais du mall, tu avais le vieux marché du moins à l'ancienne, avec le gars qui allait te coiffer pour pas en balle. Et mais ce qui est, tu ressortais avec, tu quittais le gars avec une coupe aussi respectable que celle qui était dans le salon, dans le mall, qui coûtait les yeux de la tête. La population n'est pas vraiment préparée à tout ça. Je suis en train de me rappeler de gens avec qui j'étais, qui sont retrouvés dans les toilettes avec une dame qui était en train de laver son pantalon avec... J'ai une anecdote il y a 2 malls différents que j'ai fréquentés. Là, je l'ai vu, il était sur 5 étages. J'avais rendez-vous, je sais plus où, au 3e. Et j'arrive, je vois, il y a une gigantesque file devant l'ascenseur. Donc moi, j'ai dû prendre les escaliers pour arriver au bout. Et arrivé au bout, je me dis, mais quel est le magasin qui attire autant de monde dans ce mall particulier? Et un mec chargé de la sécurité m'a dit, non, c'est pas des clients, c'est des gens qui ont jamais vu un ascenseur et qui voulaient juste tester pour voir qu'est-ce que c'est. Je pense que cette dimension culturelle, cette dimension sociale, elle est ignorée à partir du moment où on commence à vouloir introduire des malls, des choses, des restaurants parce que quand on n'a pas l'habitude, on risque de ne pas comprendre exactement l'utilisation qui est faite de toutes ces choses-là. Il y a une période d'adaptation, il y a une période d'acclimatation, comme tu dis, ça doit rentrer dans les mœurs, mais c'est, comme dirait le rédac-chef, c'est inéluctable. Je vais vous montrer une image qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, entraînant l'hilarité générale et une série de petites piques. Donc, ce que vous voyez là, c'est une photo tirée d'un passeport et émis par le gouvernement congolais, dans lequel vous voyez l'identité de la jeune dame, Paul Oridis Sassou Nguesso. Et ce qui a attiré le regard des gens, c'était la profession de la personne qui était indiquée sur le passeport. Comme vous pouvez le lire, profession, fille du président de la République. Il faut toujours remettre dans le contexte les choses qui se passent. Ce n'est pas elle qui a écrit ce qui est dans le passeport. D'accord. Ok? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui a eu ce dossier arrivé près d'elle, qui a lu, qui a dit, c'est quoi sa profession? Et tout le monde, et il y a eu un blanc. Et la personne a dit, attends, je vais écrire fille du président. Et quand le gars écrit ça, ou la personne, c'était une femme, on n'en sait rien, tout le monde a regardé et a acquiescé, on dit, ok, c'est bon. Personne n'a rigolé. On a voulu éviter les ambiguïtés. C'est vraiment un passeport à destination. C'est une inscription à destination des gens qui travaillent à la douane dans le pays même. Pour que des fonctionnaires qui ne connaissent pas forcément tous les membres de la famille du président puissent ne pas faire de bêtises. Qu'est-ce que ça nous inspire? Moi, je vois, il y a une fille qui est la fille de son papa. Là, dans son papier, je suis la fille de mon papa. Et ça, on le sait que c'est la fille de femme. Et c'est sa profession. Non, mais c'est sa profession. C'est pas son identité, c'est sa profession. Quand tu la dragues, tu fais quoi dans la vie? Je suis fille de mon papa. Donc, oui, mais comme deuxième métier. Oui, mais comme deuxième métier. Est-ce que c'est si difficile d'écrire étudiante? Étudiante, tu mets étudiante, c'est bon. Mais elle est pas étudiante. Elle n'est pas étudiante? Non, parce que le visa est différent. Non, c'est écrit passeport diplomatique. Passeport diplomatique. Oui, donc ça veut dire que sa fonction diplomatique, c'est fille du président. À votre avis, qu'est-ce qu'on a écrit dans le passeport de la fille de Obama, dont je ne connais pas le nom? Qu'est-ce qu'on a écrit dedans? Pour ceux, j'ai vu des filles de Barack, elles sont mineures. Donc, c'est hors sujet. Il a raison sur un point, c'est que si elle est majeure, le lien avec les parents ne doit plus figurer dans ses papiers. C'est comme si première dame était une profession, quoi.
Ben oui, C'est une profession. Profession. c'est une profession. Et d'ailleurs, Pas partout. Voilà. En France, c'est pas une profession. c'est fou qu'on a tous pensé exactement la même chose. En France, par exemple, etc. C'est le cas qui fait jurisprudence. Bon, JLB, qu'est-ce que t'as vu comme film là? Comme on vient de le dire, je regrette quand même que Michael Bay ne soit pas nigérian. Le film, pour la petite histoire, s'appelle Flower Girl. Flower Girl et c'est réalisé par Michel Bello. Mais apparemment, ça doit être une feinte qui est compréhensible au Nigeria. Et il faut voir le film pour comprendre sans doute le mot. Mais à quoi ça sert la bande-annonce alors s'il faut voir le film? Non, je dis, ce film m'a l'air bien mauvais. Donc là, c'est le professionnel qui parle. Il y a des zones où il y a la lumière, l'éclairage est étrange. Il y a des séquences où c'est très bien, et puis il y a des séquences où ça va pas. Il y a des séquences qui sont des clips. C'est pour ça que je faisais référence à Michael Bay. Il y a des séquences clippées comme Michael Bay et qui sont mélangées avec tout le reste. Mais ça sera difficile. Rédac chef. Ouais. Le côté positif, c'est quoi? Que c'est une comédie romantique. Donc, c'est un sure shot pour le public du bled. Après, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on a essayé de transposer des conventions, des codes de convention de films romantiques occidentaux dans un milieu de blédard. Pas l'impression que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Après, Moi, il y a d'abord un seul truc. La première chose qui m'a choqué, c'est que le début du trailer, j'ai pas vu la fin. Et encore je précise, j'ai pas vu la fin. C'est un frère qui embrasse une sœur qui n'est certainement pas sa femme ou sa copine, etc. Ça, pour moi, je pense que c'est choquant. Non, c'est extraordinaire. Ce film est un rip-off, donc un véritable plagiat de Pretty Woman. ah ben c'est ce que je disais. Si, c'est un plagiat parce que dans Pretty Woman, c'est ça aussi, c'est un milliardaire qui croise une fille, etc. et qui essaie de la faire passer pour une fille de la haute société. Et, Ouais, mais il et était ce pas faisant, il tombe amoureux d'elle. Ici, c'est pareil, le milliardaire essaie de l'aider à faire passer pour une fille de la haute société pour que son copain soit poussé à l'épouser. En l'aidant, lui aussi tombe amoureux d'elle et puis... Jouer avec ce concept, avec nos comment dirais-je, nos contraintes culturelles et socioculturelles africaines, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais maintenant, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. C'est fait à la nigériane. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que la bande-annonce que je vous ai envoyée est la bande-annonce de la diffusion en Angleterre. Alors qu'il y a une bande-annonce 100% Nigeria. Et personnellement, je n'ai rien compris à celle-là.